En France, les autorités ont-elles, elles aussi, utilisé avec excès ce levier de la peur pour faire appliquer les mesures décidées contre l'épidémie? Eh bien, c'est la question que nous nous posons aujourd'hui avec nos invités. Avec nos invités, donc le docteur Gérald Kierzek, qui est médecin urgentiste, directeur médical du site de santé Doctissimo, chroniqueur santé, qui a écrit un livre récemment, Coronavirus, comment se protéger, aux éditions de l'Archipel, et qui avait aussi écrit une tribune au Figaro, la médecine ne remplit pas son rôle actuellement. C'était écrit il y a un mois environ. Bonjour docteur Kierzek. Bonjour. Bonjour à vous, docteur Kierzek. Et nous recevons aussi donc Alain Policard, qui est politiste, chercheur associé au Centre de recherche politique de Sciences Po, le CEVIPOF, et qui, lui, avait écrit une tribune dans Le Monde le 25 mai 2020. La tentation de l'État est d'instrumentaliser la peur pour restreindre nos libertés. Alors, docteur Kierzek, peut-être pour commencer, est-ce que vous considérez aussi, comme ces scientifiques britanniques que je viens de citer, que la peur a été utilisée avec excès en France et que cela renvoie également à des méthodes de régime totalitaire? Alors moi, je me garderais bien d'avoir une connotation politique. En revanche, en tant que médecin, donc je suis astreint à un code de déontologie. Et dans le code de déontologie, vous savez, qui est un peu dérivé du serment d'Hippocrate, il est mis qu'on ne forcera pas les consciences. C'est-à-dire qu'on est là pour apaiser les patients. Et moi, ce que je constate depuis un certain nombre de mois, depuis le début, alors après, il faut distinguer mars 2020 où on avait un nouveau virus qui nous tombait sur le coin de la figure et que personne ne savait où ça allait aller, et mars 2021 où là, on sait mieux qui ça touche. Et donc, on a une attitude en mars 2020 qui aurait pu être de faire peur, mais j'allais dire de bonne foi. Et en revanche, sur la deuxième et troisième vague, continuer à faire peur comme le faisaient certains de mes confrères. Moi, j'ai eu l'occasion, vous l'avez dit dans plusieurs interviews ou tribunes, de dire c'est pas le rôle de la médecine, c'est pas le rôle des médecins. Vous savez, on a classé les médecins entre les alarmistes ou les rassuristes. Et moi, j'ai toujours refusé d'être ni alarmiste ni rassuriste. Moi, je suis simplement médecin. Un médecin, il est là pour apaiser les gens. Il est là pour leur donner des informations, leur dire la vérité et le faire de la manière la plus appropriée, de façon à ne pas traumatiser et à ne pas forcer les consciences encore une fois. Et je pense que oui, la peur a été utilisée. Après, la question, c'est est-ce que ça a été fait à dessein, volontairement ou pas? Ça, c'est autre chose. Mais très clairement, il y a toute une partie de discours alarmiste pour des intérêts divers d'ailleurs, pour des intérêts collectifs ou des intérêts individuels. On y reviendra peut-être. Mais très clairement, ça a été utilisé. Alors, on a notamment l'exemple peut-être du masque et son utilité en extérieur très controversée. Je voudrais qu'on écoute par exemple l'épidémiologiste Martin Blachier. C'était le 16 août 2020 sur LCI. Moi, je suis contre le port du masque en extérieur. Je crois que je l'ai suffisamment dit, donc je ne vais pas être pour cette carte. Et encore typiquement une fois où les scientifiques n'ont jamais été pour le port du masque à l'extérieur, globalement, et c'est encore ce que dit le Conseil de santé publique. Et la seule décision qui a été prise par des politiques sans suivre les médecins, c'est celle-là. Parce qu'il n'y a aucune donnée. Et d'ailleurs, qu'on interroge les politiques en disant pourquoi vous faites porter le port du masque dans les centres-villes, ils disent pour rassurer les gens. Voilà, donc typiquement, les mesures qui sont des mesures politiques, et puis après, il y a des mesures qui sont appuyées sur des choses scientifiques. Alors, docteur Kierzek, sur cette question du port du masque en extérieur, est-ce qu'il y a vraiment des fondements scientifiques de votre point de vue qui poussent les autorités à imposer ce port du masque ? Non, enfin, pareil, on a dit depuis des mois que ça servait à rien. Après, c'est pas tellement l'argument de faire peur, là, c'est plutôt l'argument pédagogique de dire, c'est plus simple de dire aux gens, vous sortez de chez vous, mettez votre masque et vous ne l'enlevez plus jusqu'à ce que vous rentriez chez vous. Donc ça, c'est cet argument qui a été donné. Après, il y a d'autres choses beaucoup plus embêtantes, et notamment c'est plus un climat de peur qui a été instauré très récemment, par exemple, parce que le masque, encore une fois, on peut dire plein de choses. Au début, en mars 2020, on ne savait pas. Après, on a su, on a dit prenez le masque. Par précaution, on a dit prenez le masque intérieur, extérieur. Et là, on voit bien qu'on est en train de revenir un peu sur des choses beaucoup plus raisonnables et tenables et arriver à quelque chose, arriver à avoir des mesures barrières qui soient des mesures les plus efficaces. En revanche, sur le climat très anxiogène et de peur, moi, je prends cette troisième vague, je la mets entre guillemets parce que, encore une fois, cette troisième vague, moi je pense que les épidémiologistes pensent qu'elle n'a pas forcément eu lieu. Mais cette troisième vague, on a essayé de nous la vendre de manière très anxiogène. Quand on avait des reportages télé ou des médecins qui disaient le variant britannique qui a muté tue des jeunes gens, les jeunes gens sont en réanimation, quand on regardait la moyenne d'âge réelle des faits, c'était, des gens qui avaient 65 ans en moyenne. Ils en avaient peut-être 67 lors de la première et de la deuxième vague. Donc, on voit bien que tout est déformé, tout est utilisé de façon à voir le pire
pour pouvoir médiatiser le pire, communiquer sur le pire et finalement ne pas voir ce que les Américains appellent ou les Anglo-Saxons appellent la big picture. Regardez un peu le tableau global. Et le tableau global, moi je ne cesse de le répéter, mais depuis 1 an et demi quasiment maintenant, c'est que ça tue des gens de 85 ans, des gens qui sont déjà très fragilisés, et c'est toujours un drame, hein. Toute mort est un drame, mais dégrainer les morts comme ça à la télé, ça aussi c'est très anxiogène, mais ça tue en réalité des gens avec une médiane d'âge de 85 ans, que le taux de mortalité globale, il est de moins de 0,2%. Or, on a l'impression que ça tue des jeunes de 30 ans et que ça tue 50% de la population. C'est faux. Et ce discours sur la peur, notamment pendant la 3e vague, il a surtout été porté par vos confrères médecins, puisque les autorités, en tout cas l'État, on sait qu'Emmanuel Macron a hésité, il ne voulait pas reconfiner, il a finalement fini par le faire. Pourquoi ça vient en particulier de la communauté scientifique et pas en l'occurrence sur cette 3e vague du discours politique, même si évidemment il y a aussi des nuances et il y a pu avoir ce levier de la peur qui a pu être agité également par la sphère politique. Le politique a compris, il s'est fait peut-être, j'allais dire, un peu manipuler sur la première vague et tout le monde a eu peur finalement, pour reprendre l'expression mars-avril. Et puis rapidement, le politique s'en est affranchi, pas suffisamment je pense, parce que il a une décision politique à prendre, il y a le scientifique, mais pas que. Et alors pourquoi les médecins ont tenu ce discours, enfin certains médecins ont tenu ce discours? Je pense qu'il y a plusieurs raisons. La première des raisons, c'est que quand vous êtes réanimateur, vous ne voyez que les malades les plus graves. Donc il y a un biais de sélection, il y a un biais cognitif. Vous ne voyez que les malades les plus graves et c'est difficile pour vous, surtout quand vous êtes extrêmement fatigué, que ça fait des mois, voire des années, vous êtes en baisse de capacité, de moyens, que vous avez beaucoup de malades qui rentrent, qui sortent, etc. Vous ne voyez pas cette big picture, justement, ce grand tableau. Vous ne voyez que les malades les plus graves en réanimation. Et il suffit que vous ayez 1 ou 2 malades jeunes, comme il y a tout le temps, chaque année, et depuis des dizaines d'années, que ce soit pour la grippe ou pour d'autres maladies, eh bien, vous en faites une généralité. Donc ça, c'est de bonne foi, finalement, que vous alertez. Or, il y a un travail sur les médias aussi à faire. Regardez les médias qui n'invitaient que des réanimateurs. Donc, par définition, c'est des gens qui voient les malades les plus graves. Moi, j'aurais bien aimé qu'on invite des médecins généralistes qui ont traité des gens, qui ont vu l'immense majorité des cas, c'est-à-dire les 99,8% des gens qui ne mourraient pas, finalement. Donc, il y a ce biais cognitif, il y a probablement d'être pris au jeu médiatico-politique, tout ça fait qu'à un moment donné, finalement, ce discours-là, il est plus séduisant pour les médias parce que c'est binaire, hein, c'est ou c'est grave ou c'est pas grave. Si c'est pas grave, le virus disparaît, vous disparaissez. Donc je pense que là aussi, il y a un certain nombre de mécanismes psychologiques involontaires, là aussi, de la part de collègues qui ont poussé peut-être à tenir ce discours de la peur. On comprend que de votre point de vue, c'est pas forcément une logique instrumentalisée, mais qu'on est plus dans un biais cognitif, comme vous venez de nous l'expliquer. Alain Policar, vous êtes politiste et vous avez travaillé beaucoup sur cette question de l'instrumentalisation de la peur. Vous aviez même publié une tribune, c'était le 25 mai 2020 dans le journal Le Monde, intitulée « La tentation de l'État est d'instrumentaliser la peur pour restreindre nos libertés ». Et vous pointiez du doigt en particulier les conséquences néfastes de cet usage de la peur, notamment sur les discriminations, hein, c'est ça ? Absolument, oui. Et je crois que la question que pose le docteur Kierzek est excellente, c'est-à-dire que le problème est de savoir si c'est intentionnel ou si c'est, en quelque sorte, comme on dit dans les querelles historiques, fonctionnel. C'est-à-dire qu'il semblerait que le pouvoir et la communauté scientifique, dont on peut d'ailleurs douter de l'existence comme entité homogène, il semblerait que le pouvoir ait réellement été atteint par une sorte de panique parce que, comme ça a été dit, vous l'avez rappelé, le virus, c'était un virus dont on ne comprenait pas les mécanismes. On commence, semble-t-il, à le faire. Et face à l'inconnu, effectivement, la peur est un sentiment légitime. La question est de savoir si elle a été, comme vous le disiez, instrumentalisée. Je n'irai pas jusque-là. Je suis assez surpris par la tribune des scientifiques anglais. Alors, je ne sais pas s'ils sont des scientifiques réellement officiels, en quelque sorte consultés par le gouvernement britannique, ou s'il s'agit de scientifiques qui expriment un point de vue particulier. Mais parler d'État totalitaire à ce propos, je ne dirais pas jusque-là. La peur est une émotion qui permet d'expliquer que l'État, effectivement, de droit se constitue parce qu'il est supposé protéger les citoyens de la peur. Alors,
En l'occurrence, il n'a pas nécessairement joué ce rôle, mais je crois que c'est essentiellement parce qu'il a été soumis à des informations diverses et contradictoires. Je ne reviens pas sur tout ce qui a été tout à fait étrange. Vous avez rappelé l'histoire du port du masque. Bon, les épidémiologistes sont en désaccord aujourd'hui encore. Vous avez cité Martin Blachier qui dit des choses et Catherine Hill qui en dit d'autres. Autrement dit, la population, les citoyens ne savent pas quoi penser, et j'ai tendance à croire que le pouvoir de ce point de vue-là n'est pas dans une situation différente. Il ne sait pas quoi penser. Donc la peur, si vous voulez, n'est pas nécessairement quelque chose qu'on peut assimiler à une phobie, à quelque chose d'irrationnel. Il est normal d'avoir peur de ce qu'on ne connaît pas et de ce qui peut se révéler dangereux. Alors que le taux de létalité soit très faible, comme l'a rappelé le docteur Kiersek, c'est quelque chose qu'on apprend au fur et à mesure. On avait évoqué, et Martin Blachier lui-même, qui fait pourtant partie des rassuristes, avait évoqué le chiffre de 500 000 morts comme quelque chose d'inévitable. Donc, au fond, personne ne savait. Et aujourd'hui encore, il y a des choses que nous ne savons pas. Et il n'en demeure pas moins que l'utilisation de cette peur a des conséquences néfastes. C'est aussi l'objet de vos travaux, Alain Policar. Disons que mes travaux, moi je ne travaille pas sur ce sujet en particulier. Je travaille sur des thèmes qui touchent beaucoup plus effectivement aux discriminations, comme vous l'avez rappelé. Donc ce que je craignais effectivement dans l'article du Monde, qui est un article de mai, 2020, c'est-à-dire qu'à un moment où, au fond, on ne savait pas très bien comment... Oui, c'est ça. Comment les choses allaient évoluer. Moi, je ne faisais pas de procès d'intention. Je dis simplement que tout pouvoir, et je ne parlais pas de celui-ci en particulier, tout pouvoir peut être tenté de préférer les mesures sécuritaires et donc de restreindre les libertés au profit de la sécurité. C'est une tentation que nous voyons bien déjà se profiler à chaque campagne électorale où les discours sécuritaires prennent le pas sur les discours qui veulent défendre les libertés et qui sont attentifs aussi au risque de discrimination, comme je le disais, par rapport aux plus démunis. Et donc, voilà, c'était ça le but de l'article, encore une fois, sans faire de procès d'intention au gouvernement, dont je ne suis pas un fanatique, je vais le dire très clairement, mais néanmoins, je ne pense pas que l'on puisse évoquer, comme les Britanniques, que ces mesures prises en France comme en Bretagne ressemblent à des mesures d'un pouvoir totalitaire. Et finalement, ce qui était intéressant aussi dans votre tribune, c'est que vous appuyez sur la lecture de Thomas Hobbes. Oui, parce que c'est lui qui a expliqué effectivement le rôle de la peur, à une époque évidemment qui n'est pas tout à fait la même, pour sortir de l'état de nature, comme on disait dans ces philosophies de l'époque, philosophie où il fallait un contrat, c'est les philosophies contractualistes, il fallait un contrat que l'on, en quelque sorte, on confiait au gouvernement le soin de nous protéger. Et donc, l'état de droit, Hobbes le disait très clairement, protège contre l'instrumentalisation de la peur. Alors, évidemment, depuis Hobbes, il y a eu d'autres travaux dans cette lignée, et dans mon article, je ne sais pas si vous en souvenez, je citais la politiste américaine Judith Clark, qui est un peu oubliée, enfin qui est un peu méconnue, elle n'est pas oubliée, mais elle est un peu méconnue, et qui essayait de développer des thèses montrant que la solidarité devait et pouvait se substituer à la peur. On a compris tout à l'heure que vous ne vouliez pas faire de parallèle forcément entre la situation britannique et la situation en France, mais tout de même cette utilisation de la peur qu'on a connue lors de cette pandémie et qu'on continue d'ailleurs à connaître, il y a quand même en France aussi un certain point, on le disait, d'usage excessif de cette peur dans le discours des scientifiques notamment. Oui, enfin, écoutez, je ne sais pas, la comparaison entre la France et la Grande-Bretagne ne me paraît pas superflue. Je dis simplement que ce que disent les scientifiques britanniques, parlant effectivement de c'est certains membres de ce groupe. De ce groupe scientifique. Ce n'est pas le groupe scientifique en lui-même qui prend position, mais certains membres. Ouais. Il est important de le préciser. Oui, dire effectivement qu'il s'agit d'une atteinte à l'éthique, c'est dit clairement dans le texte, ça n'est pas nécessairement irrecevable. Reste à savoir ce qui a été fait. Pour moi, je crois que l'ignorance doit être mise en avant. Le docteur Kiersek en a parlé à propos des biais cognitifs. En fait, nous avons une perception des choses qui est évidemment extrêmement peu claire. Et nous l'avons toujours, cette perception. Moi, ce que j'ai mis en avant dans l'article que vous avez la gentillesse de citer, c'est que une fois que la crise est passée, enfin, on n'est pas encore à ce stade-là, on peut imaginer que des mesures de restriction des libertés
peuvent rester, le pouvoir ayant peut-être intérêt à ce que cette restriction soit prolongée au-delà de la nécessité. Maintenant, encore une fois, je ne veux pas faire de procès d'intention. Moi, j'ai réagi vivement sur l'expression totalitaire. On n'est pas en Grande-Bretagne, ni évidemment en France. Oui. Dans ce cadre, c'est ne pas connaître ce qu'étaient les régimes totalitaires que de croire qu'il y a une manipulation de l'information telle. On n'est pas très loin dans la position des scientifiques britanniques que vous avez cités, on n'est pas très loin du complotisme. En fait, il y aurait quelques individus qui choisissent ce qu'il y a lieu de faire et qui l'imposent sans la moindre retenue éthique, qu'il impose à la population, ça ne me paraît pas raisonnable, si vous voulez. C'est ça que je voulais simplement dire. Et finalement, l'utilisation de cette peur, ce phénomène-là, y compris dans nos sociétés démocratiques, c'est vraiment quelque chose qui n'est pas nouveau. Je pense qu'il y a plusieurs exemples à citer dans l'histoire, évidemment. Sur l'utilisation de la peur ? Oui. Sur le plan politique, y compris dans nos démocraties. La peur de l'étranger en particulier. Il y a des situations dans lesquelles, dans notre histoire, nous n'avons pas été particulièrement accueillants à l'égard de l'étranger, sans parler d'époques très lointaines. Le régime de Vichy est un exemple évidemment tout à fait intéressant. Par ailleurs, le traitement que nous avons réservé à ceux qui avaient des raisons économiques, notamment d'immigrés que nous appelions et que nous avons effectivement traités avec une très grande méfiance. L'hospitalité n'a pas été une vertu première de la patrie des droits de l'homme. Voilà, si vous voulez, ce que je mettais en avant aussi, c'est que il faut penser au fait, disais-je, que nous formons des communautés de destin et on a le sentiment tout de même que les mesures sécuritaires visent à nous protéger d'un danger qui n'est pas, à mon avis, l'épidémie, comme l'a rappelé le docteur Kierzek. Ce n'est pas une épidémie qui est particulièrement préoccupante. Elle est certes inquiétante parce que nous ne savons pas comment et quand elle se terminera, mais on a connu effectivement des choses plus graves, la grippe espagnole notamment, mais on peut en profiter pour prendre des mesures qui mettent à l'écart ceux qui sont parmi les plus fragiles. Alors, on a beaucoup parlé d'un point de vue strictement médical, on a beaucoup parlé du sort réservé à nos ancêtres dans les EHPAD, enfin nos ancêtres, nos plus âgés dans les EHPAD, et effectivement, ça a été un sort qui n'a pas été enviable, et je crois qu'à beaucoup d'égards, la question n'est pas totalement réglée. Moi, je ne suis pas un spécialiste de cette question-là, je n'ai pas d'expérience personnelle non plus, donc je ne peux pas en parler en détail, mais c'est vrai que dans des situations où on a des raisons d'avoir peur, eh bien, on peut très bien, effectivement, instrumentaliser ces raisons, comme je le disais, pour imposer des mesures qui, encore une fois, sont prolongées au-delà de la situation de crise sanitaire que nous connaissons, peuvent être prolongées au-delà. Merci beaucoup, en tout cas, Alain Policar, politiste donc, et chercheur associé au Centre de recherche politique de Sciences Po.